Bienvenue à tous. Les militaires français de Barkhane et européens de Takuba vont quitter le Mali mais pourraient rester dans la région. Bamako assure qu'il ne sera pas seul dans la lutte contre le terrorisme. Alors que les autorités de transition tentent de desserrer l'étau des sanctions imposées par la CEDEAO, elles se fixent comme priorité la sécurisation du centre et du nord du pays. Mais ce sera sans la force française présente dans le pays depuis 9 ans et forcée de plier bagages dans un contexte de détérioration des relations entre Paris et Bamako. Mais le redéploiement d'une partie de cette force dans d'autres pays de la région fait déjà l'objet de débats auprès des opinions publiques. Faut-il s'inquiéter du départ de Barkhane et de Takuba du Mali, ou cette donne est-elle plutôt une opportunité pour les armées de la région de monter en puissance pour prendre à bras le corps la question sécuritaire au Sahel? Qu'en est-il des aspects non militaires dans le règlement de la crise sécuritaire au Sahel? Réponse avec nos invités. L'annonce du 17 février dernier était très attendue après le bras de fer pendant des semaines entre le gouvernement français et la junte malienne au pouvoir depuis le coup d'État d'août 2020. La France et ses partenaires se retirent militairement du Mali donc. La nouvelle a suscité satisfaction chez les uns, inquiétude chez les autres. Mais le départ des soldats français et européens plonge tout le monde dans le même brouillard quant à l'avenir dans un pays qui reste au cœur de la menace djihadiste. Le point avec Jacques Aristide. Clap de fin au terme d'une décennie de guerre asymétrique. Les quelques 2400 militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane, de même que leurs camarades européens de Takuba et du Canada, plient bagages et quittent le Mali. La France, par la voix de son président Emmanuel Macron, dit qu'elle a été poussée dehors. Raisons invoquées, obstruction de la junte malienne et recours aux paramilitaires du groupe russe Wagner. Quand vous avez un État qui décide de faire alliance avec des mercenaires privés, qui n'est plus clair dans sa lutte contre le terrorisme et qui décide de ne plus travailler avec vous, ça n'est plus, dans ces cas-là, à nous de continuer à avancer. Pour moi, c'est d'une clarté complète. Bamako continue pour sa part de nier la présence de Wagner au Mali. Le pays qui vient d'entériner jusqu'à 5 ans de transition avant des élections et en retour des civils au pouvoir, réclame même un retrait français immédiat. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. Demande rejetée par Paris, qui affirme que la fermeture de ces dernières bases, Gao, Ménaka et Gossi, prendra de 4 à 6 mois. Pour la France, son départ du Mali ne signifie pas pour autant l'abandon du Sahel et du golfe de Guinée, où se répandent les groupes djihadistes Al-Qaïda et État islamique. Un projet de redéploiement salué par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, actuel président de l'Union africaine. Mais surtout, nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Pour les voisins du Mali, le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide, au moment où les autres acteurs étrangers présents dans le pays s'interrogent ouvertement sur leur engagement, y compris l'Union européenne, Londres et Berlin. Christine Lambrecht, ministre allemande de la Défense. Je dois dire que je suis très sceptique quant à une éventuelle prolongation du mandat de participation à la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Quels sont les objectifs politiques de la mission? Qui soutenons-nous? Que créons-nous?
Malgré le déploiement de forces françaises, onusiennes ou africaines, la propagation djihadiste dans cette région de l'Afrique, partie en 2012 du Mali, n'a pas été endiguée. Ce qui fait dire au colonel Souleymane Dembélé, directeur de communication de l'armée malienne, que le retrait militaire des étrangers de son pays ne fait guère de différence. C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes. Mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. Des consultations maliennes ont préconisé le dialogue avec les djihadistes. La junte s'y est montrée ouverte, alors que Paris y a toujours fait barrage. Quel que soit le scénario, la réalité qui se profile est pleine d'incertitudes, liées notamment à la capacité qu'auront les autorités de restaurer la sécurité sans les troupes étrangères, ou aux nouvelles alliances pour y parvenir. Merci beaucoup Jacques Aristide. Et à présent, nos invités pour le débat. À Paris, nous avons Sédik Abba, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, et également auteur. Son dernier ouvrage, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, paru aux éditions Impact. Et à Ouagadougou, Ismaël Diallo, activiste, analyste politique, ancien député burkinabé, donc ancien diplomate. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, Sédik, l'annonce du départ des troupes françaises, voilà, on me dit qu'on a perdu temporairement Sédik, alors on va à Ouagadougou. Monsieur Diallo, dites-nous un peu, la présence militaire française au Mali est-elle un échec? Barkhane devait-elle rester ou plutôt se substituer à Serval? Tout d'abord, c'est malencontreux qu'il arrive ce qui arrive, les développements que nous connaissons depuis quelque temps. Les Français, bien entendu, abordent le mot échec. Mais comment faut-il appeler le résultat après tant d'années de présence et de déploiement d'une telle force militaire? Et surtout que la France a tenu à insister, a voulu, à pratiquer le leadership sur le terrain de la lutte contre les terroristes. Comment faut-il appeler cela? C'est vraiment malencontreux, mais je trouve que là, que ce soit du côté de Bamako ou de Paris, on a poussé le bouchon trop loin, au point d'arriver à une rupture qui, tout compte fait, ma lecture est que à quelque chose, malheur est bon. Et ce qui se passe à Bamako est peut-être le véritable début de la fin de la France-Afrique. Et pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que, quoi qu'on dise, et jusqu'à présent, les pays dits du précaré français sont restés des wagons de la locomotive France. Et voici que ce qui se passe à Bamako est en train d'amener le Mali à sortir du rang. Et ceci va casser donc l'harmonie, entre guillemets, du train. Et d'autres pays suivront, à n'en pas douter, pas grâce au leadership politique et intellectuel de ces pays, mais grâce à la jeunesse, aux femmes, aux filles, à l'opinion de ces pays qui ne veulent plus se faire dire ce qu'ils doivent faire de leur pays. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Sédik. Je reste avec vous, M. Diallo. Alors, donc, si je vous comprends bien, est-ce qu'il fallait passer de Serval en 2013, qui quand même a stoppé l'avancée des djihadistes vers le sud? Est-ce qu'il fallait passer de Serval à Barkhane, à votre avis? Est-ce qu'il fallait rester autant d'années? Ouais, les Français elles-mêmes, enfin les Français, beaucoup de Français et des officiers français eux-mêmes disent qu'il lui fallut partir après Serval, quitte à aménager une nouvelle forme de coopération et de présence. Mais
un officier français a dit, il y a quelques années, nous étions là, nous sommes partis dans les années 60, nous sommes revenus pour 100 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les Français sont revenus pour s'installer, pas pour partir. Et il faut se désoler de cette hypocrisie, de cette mauvaise foi de certains officiels français qui persistent à dire le Mali a été appelé, la France a été appelée, la France est là pour aider, elle n'a aucun intérêt autre. J'invite tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à revoir ces 5 minutes d'interview de M. Félix Houphouët-Boigny en février 1957, quand il était ministre français. Jusqu'à présent, pour ce que j'ai entendu et vu, c'est la seule explication, la plus candide, la plus honnête, la plus franche de la présence et de l'intérêt français au Sahel. D'accord. Alors, on a retrouvé Sédik Abba. Alors, Sédik, au-delà même du débat sur la durée de la transition, il y avait une différence d'approche entre les deux parties, n'est-ce pas, dans la manière de résoudre la question sécuritaire? Oui, justement, la partie malienne ayant estimé que les résultats de la lutte antiterroriste depuis 2013 à ce jour, la partie malienne a envisagé la possibilité d'ouvrir des canaux de discussion, notamment avec les groupes terroristes dirigés par les ressortissants maliens. En Sardine de Yad Agali, le Front de libération du Massina, la Katiba Massina de Amadou Koufa. Donc les autorités ont, à la suite des discussions qu'il y a eu, 2 forums d'ailleurs, des assises nationales, ont décidé, sous IBK d'abord, ensuite sous la junte militaire Formule 1, d'avoir des discussions, et l'ancien Premier ministre Djankounda a été mandaté pour prendre langue avec certaines parties, certains groupes djihadistes, et la France a fait part de son opposition à cette option de règlement, de dialogue avec le groupe djihadiste. Donc c'est une des divergences. Aujourd'hui, on n'en retient que la question de Wagner, mais il y avait déjà, sous IBK d'abord, ensuite sous la junte Formule 1, de différences d'appréciation entre la France et son allié malien sur les meilleures voies de résoudre la question du terrorisme au Mali. Alors Sédik, la France va donc réorganiser son dispositif dans la région et le Niger est pressenti pour accueillir une partie de ses militaires français. Mais cette réorganisation, quand même, sera-t-elle facile au vu du sentiment anti-français dans la région? La question est très pertinente. La réorganisation sera difficile sur un plan opérationnel seulement, parce que moi j'estime qu'il est compliqué de lutter contre le terrorisme au Sahel en mettant le Mali de côté. Le Mali, c'est l'épicentre du terrorisme. Le Mali lui-même est une victime, puisque le terrorisme historiquement a été apporté au Mali, mais c'est du Mali qu'il s'est exporté vers le reste du Sahel, il s'est exporté vers le Niger, le Burkina Faso. Donc sur un plan strictement opérationnel, c'est difficile de lutter contre le terrorisme en mettant de côté le Mali. La deuxième chose, c'est l'aléa politique que vous soulevez. On se souvient tous de l'interception en novembre 2021 d'un convoi de Barkhane parti d'Abidjan pour rejoindre Gao en passant par le Burkina et le Niger. Au Niger, justement, il y a eu une confrontation meurtrière entre les jeunes et le convoi de Barkhane. Et de ce point de vue, on peut estimer aujourd'hui qu'il y a un risque politique pour les autorités nigériennes d'accueillir ce convoi, parce qu'une grande partie de l'opinion publique nigérienne soutient la junte militaire dans son opposition, dans sa confrontation avec la France, et la société civile aussi a fait part de sa réticence de voir les forces quitter le Mali pour s'installer au Niger, même si géographiquement le Niger est côté. Et on entend souvent dire, et c'est ça qui est un peu décevant, certains dire que tous ceux qui s'opposent à la présence militaire française ou même à son implantation au Niger sont manipulés par Moscou, sont manipulés par ces cela. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des raisons légitimes qui ont apporté, qui ont amené
les opinions publiques sahéliennes, particulièrement celles du Niger, à s'opposer aujourd'hui, à critiquer en tout cas le retour de la réorganisation de la force avec une présence militaire plus active au Niger, parce que les gens se disent qu'on n'a pas vu la valeur ajoutée de cette présence militaire. Malgré cette présence, les populations qui sont du côté nigérien dans la zone de 3 frontières ont continué à subir des attaques de groupes armés. Quelle va être la valeur ajoutée de cette réorganisation? Il y a beaucoup d'interrogations et ces organisations vont au-delà des simples activistes de la société civile qui seraient manipulés par Moscou. Il y a des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Je pense à Amen de l'honorable député Ladan Tchana, qui s'opposent à cette présence. Donc il n'y a pas que quelques énergumènes qui seraient opposés, il y a aussi des courants politiques, il y a aussi des acteurs de la société civile qui ne voient pas l'intérêt de cette réorganisation avec une présence plus active au Niger. D'accord. Alors Ismaël Diallo, quand on parle de montée en puissance des armées nationales, est-ce qu'il faut craindre une militarisation à outrance dans la région, M. Diallo? Oui, il faut le craindre, surtout que malheureusement, les civils, les gouvernements civils ne donnent pas satisfaction dans la gouvernance et se heurtent donc à un désamour, à une désaffection de l'opinion. Et cette opinion d'ailleurs qui a tort de penser que les militaires sont la solution. Pour prendre le cas de mon pays, le Burkina Faso, depuis l'indépendance en 1960, nous avons eu un tiers de temps, voire un quart de temps sous la direction des civils et le reste du temps sous la direction des militaires. Alors s'il y a eu mauvaise gouvernance, la conclusion est vite faite. Bon, mais oui, il faudra craindre un retour en force des militaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont au pouvoir que la situation va être mieux gérée. Si ce n'est que la force qui règle les problèmes, les Français auraient pu régler le problème au Mali et les Américains auraient pu régler le problème en Afghanistan, etc. Il y a tellement d'exemples. Et il n'y a pas que la force qui est la solution pour régler un problème. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore N'Djamena nous dit « Barkhane et Takuba ne sont pas les seuls partenaires existants car malgré leur présence, le nord du Mali est toujours miné par les djihadistes. Le Mali doit chercher d'autres partenaires performants pour atténuer les attaques des différents groupes armés. » Yveson Grand Garçon à Abomey-Calavi au Bénin écrit « Si les Maliens, dans leur grande majorité, ne voient pas d'inconvénient à ce que les élections aient lieu dans 3 ou 5 ans, pourquoi la CEDEAO et la France font d'une transition courte une priorité absolue ?» C'est une question qu'il pose. Et puis Papous Mali est à Bamako, il nous dit « La junte veut s'éterniser au pouvoir, sinon il leur est seulement demandé de donner une date raisonnable pour les élections. » Choguel et compagnie parlent du peuple. Malheureusement, la rue n'est pas le peuple. Un peuple s'exprime à travers une élection ou un référendum. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Paris, Sédik Abba. Donc, vous êtes chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, auteur du livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Et à Ouagadougou, Ismaël Diallo, analyste politique, ancien député burkinabé, également ancien diplomate. Alors, Sédik, dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, le débat semble beaucoup se focaliser ces derniers temps sur la solution militaire. Alors, faut-il relancer le dialogue avec certains de ces groupes? Je pense que toutes les voies autres que la voie simplement militaire doivent être explorées. Et la voie du dialogue peut être explorée. Il s'agit maintenant de définir le cadre du dialogue, le contenu du dialogue et de pouvoir discuter. Pour moi, qui ai bien suivi l'expérience nigérienne avec Boko Haram, j'ai comme le sentiment que le dialogue peut avoir son utilité, puisque, comme on sait, entre décembre 2016 et novembre 2019, plus de 400 ex-combattants de Boko Haram ont quitté les rangs de ce mouvement pour se rendre aux autorités nigériennes à la suite d'une offre de dialogue. Donc le dialogue peut être exploré. Mais à côté du dialogue, il faut d'autres solutions aussi. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent qu'il suffit d'acheter des drones à la Turquie, d'acheter de nouveaux matériels pour vaincre le terrorisme au Sahel. Il faut la solution du développement, par exemple. On a pu voir dans la zone des 3 frontières que beaucoup de jeunes sont recrutés par les mouvements djihadistes. Mais ces jeunes-là ne sont pas simplement des jeunes qui adhèrent à l'idéologie religieuse ou qui ont été convaincus de la nécessité de partager les idéaux de groupes armés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Et donc, si on veut résoudre la question du terrorisme, il faut aussi articuler la solution sécuritaire et militaire à la solution du développement, au dialogue avec le groupe djihadiste, à la question de la gouvernance. Parce que dans ces territoires-là, beaucoup de gens sont victimes d'injustice, sont victimes de l'absence de l'État et rejoignent le groupe djihadiste parce que c'est le seul interlocuteur qu'il y a. Donc il faut une solution holistique qui intègre l'ensemble des questions, mais pas simplement la question militaire. Et je crois qu'un des échecs de la lutte de Barkhane et de l'expérience de Serval à Barkhane, en passant par toutes les initiatives qu'on a pu prendre, c'est l'idée qu'on peut régler la question par le tout sécuritaire et militaire. Aujourd'hui, on a une occasion de repenser la solution, d'avoir une approche holistique, d'avoir une approche tournée vers le développement. D'accord. Et justement, Ismaël, doit-on dialoguer avec ces groupes qui réclament quand même l'instauration de la loi islamique dans des pays multiconfessionnels? Ceux-là qui réclament l'installation de la loi islamique, au nom de quoi vont-ils le faire? Sont-ils une majorité? Sont-ils 99% de la population? Et est-ce que ces 99% réclament un État islamique? Alors, au nom de quoi vont-ils imposer un État religieux? Au nom de quoi? Et l'attitude à avoir avec ces groupes-là, où il faut les réduire totalement, c'est-à-dire les neutraliser selon l'euphémisme militaire, ou alors il faut discuter avec eux, mais discuter avec eux pas en position de faiblesse, pas pour leur demander des faveurs, mais pour leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas avoir gain de cause. Au début de l'indépendance, pour ceux qui se rappellent, Modibo Keïta a eu un problème avec la première rébellion Touareg, et tout ce qu'il a eu à faire, c'était demander à l'Algérie de fermer sa frontière, ce que l'Algérie a fait de très bonne grâce, parce qu'elle avait une dette dans la lutte de l'indépendance, de son indépendance vis-à-vis du Mali. Et quand l'Algérie l'a fait, le gouvernement malien a réduit, mais vraiment réduit, la rébellion Touareg, qui s'est calmée pendant de nombreuses années. Alors, il faut être très clair dans cette situation, où on est un État laïque et on combat sans faiblesse ceux qui veulent en faire un État religieux, ou alors on laisse aller et puis on finit d'aller de Karim dans Silla. Alors, c'est dit que la pauvreté, vous le disiez un peu plus tôt, la pauvreté, l'absence d'opportunités pour les populations sont une source de recrutement pour les groupes djihadistes. Comment résoudre cette question sécuritaire dans des zones quand même instables?
il faut quand même investir dans une zone où on peut faire venir des investisseurs. Il faut d'abord sécuriser la zone, non? Absolument, vous avez raison. Mais simplement, l'idée d'attendre que la zone se stabilise pour faire les investissements n'est pas une bonne approche. On peut à la fois apporter des solutions de développement et faire la sécurité. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où on ne peut pas construire une route, on ne peut pas construire une maternité, on ne peut pas construire une salle de santé du fait de l'insécurité. Les fonctionnaires ont fui. Donc, il faut apporter la sécurité et de ce point de vue, les bailleurs de fonds même ont une responsabilité en soutenant les États. Quand un pays du Sahel consacre 20% de ses dépenses aux questions de sécurité, ça veut dire qu'il le fait aux dépens des questions de développement, de questions du développement social et du développement économique. C'est pour ça qu'il y a un moyen d'articuler, d'avoir les deux approches en même temps, l'approche sécuritaire et l'approche... Il faut, par exemple, les jeunes ne demandent pas à quitter Gao, les jeunes ne demandent pas à quitter Tombouctou. On peut les aider à avoir du travail, à créer eux-mêmes la réparation des téléphones mobiles, la petite hôtellerie, le petit commerce, des choses comme ça. On peut créer des emplois locaux, on peut faire du développement, on n'a pas besoin d'investir des milliards de francs CFA dont on ne voit pas la couleur. Aujourd'hui, les projets de développement n'ont pas d'impact parce qu'ils ne tiennent pas compte du contexte. Donc ce qui nous paraît faisable et qui paraît efficace, c'est d'avoir un nouveau paradigme dans le développement qui associe la sécurité et le développement, mais le développement, cette fois-ci, en prenant en compte la nécessité du contexte, les contextes locaux. Souvent, les projets sont pensés à Bamako, sinon à Paris ou Washington, et sont amenés pour être implantés dans les régions, par exemple, du nord du Mali, et ils n'ont pas d'efficacité. C'est pour ça que la question du développement est centrale, elle est essentielle si on veut couper le terreau du terrorisme, si on veut empêcher qu'on puisse recruter un jeune à $50. Aujourd'hui, c'est $50 suffit pour recruter un jeune de Gao ou même de la région du lac Tchad. Donc, il faut faire du développement pour empêcher cela, pour empêcher que ce terreau continue de prospérer. D'accord. Ismaël, comment investir dans ces zones, dans des pays à faible revenu qui vont également certainement augmenter leur budget militaire? Il faut s'endetter. Il faut s'endetter. Quels sont les pays les plus endettés au monde aujourd'hui? Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas les autres. Mais on n'en parle pas. Et dès qu'un État africain a quelques milliards de francs CFA de dette, ou quelques millions d'euros ou de dollars, on dit « oh, il est surendetté, il est surendetté ». Mais non, endettons-nous, mais pourvu que cet argent soit utilisé sciemment. Comme l'a très bien expliqué Cédric. Il est, je m'excuse de vous appeler par votre prénom, il faut, une fois que la force a été utilisée pour réduire ou repousser l'ennemi, il faudrait que l'État revienne et que toutes les actions économiques, culturelles, sociales, administratives reviennent et de manière substantive et substantielle. C'est forcé. On ne fait pas un coup militaire et repartir. L'investissement, le retour de l'État dans les zones touchées par le terrorisme. Voilà, donc on va terminer cette émission avec ces notes. Merci énormément à mes deux invités et également à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.